sur Sud Radio qui évoque le suicide d'un enfant dont l'un de ses proches avait été confronté. Ce drame, Alexandre Jardin l'a aussi vécu. Il avait 28 ans quand son frère Emmanuel André Berkoff s'est suicidé en 1993. 30 ans après, il se confronte à son fantôme et à sa culpabilité de survivant dans son dernier livre, André. D'abord, il faut dire qu'Alexandre Jardin, quand même, à part d'être un excellent écrivain, il faut le dire, a quand même une famille spéciale. Le grand-père Alexandre Jardin, on va en parler, il a écrit un livre sur lui, un livre d'ailleurs très fort. Le père, grand dialoguiste, romancier, Pascal Jardin, et lui. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre membre de la famille à qui il y a eu un destin tragique, son frère Emmanuel. Et il raconte ce livre, vraiment, je le dis, je l'ai dit un peu plus tôt, et c'est pas une figure de style, il se lit comme une plaie ouverte. Il y a quelque chose de très 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 fort, on est pris, parce que, voilà, je veux dire, cette famille Jardin est incroyable, le grand-père, collaborateur de Pierre Laval pendant l'occupation, le père, formidable dialoguiste, écrivain, et puis l'aventure, et puis Alexandre lui-même, avec la carrière qu'on sait, les livres qu'on sait, il a eu les prix Femina, prix du premier roman, etc. Et puis tous ses livres. Et là, il se livre, c'est le cas de le dire, encore plus fortement. Et c'est vraiment quelque chose, vous savez, c'est un miroir qui nous tend à tous, Céline, Alexandre Jardin, dans ce livre. Et restez avec nous, il sera avec nous donc en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Et surtout, vous allez voir, juste avant 14h, avec André Berkoff, on va vous annoncer en exclusivité sur Sud Radio une excellente nouvelle qui va permettre très bientôt de réouvrir le débat sur les crimes dont sont victimes nos enfants. Alors restez avec nous. André Berkoff, cette chanson, figurez-vous, elle a été interdite en Hongrie où elle a été écrite en 1933 car elle poussait les gens au suicide. Oui, juste un mot, Céline, là-dessus, Sombre dimanche, puisqu'en France, ça a été une chanson extrêmement culte dans les années 30, 40, 50. Et je me rappelle quand j'étais tout gosse, c'est c'est une chanson qui pousse au suicide, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et oui, qui a été reprise notamment par Billie Holiday. Et il faut rappeler effectivement qu'en France, près de 10 000 personnes se donnent la mort chaque année, un fléau auquel vous avez été confronté, Alexandre Jardin. Bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors votre frère Emmanuel s'est suicidé, c'était en 1993. 30 ans après, vous révélez ce secret, ce lourd secret, dans votre nouveau livre paru hier chez Albin Michel. Je ne dirais pas que c'est un secret. Ouais. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. C'est ça, un tabou familial en quelque sorte. Moi, j'en parlais pas. Ouais. Est-ce que c'était un non-dit dans la famille ? Ou pas, ou c'est vous simplement, Alexandre Je pense que personne n'arrivait à penser ce qui était arrivé. Donc quand une situation est impensable, on pense pas, on parle pas. Quand j'ai essayé d'en parler 2-3 fois avec ma mère, par exemple, elle levait, je sentais qu'elle se vrillait de douleur. C'était sa belle-mère, mais elle se vrillait on a tous dans nos vies des zones en fait où c'est pas exactement un secret caché, c'est un secret qu'on sait, enfoui. Et en fait, ce sont les zones de la vie qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ressent. On ne sait pas ce qu'on pense exactement parce que c'est un tel nœud de complexité que pendant 30 ans, je me suis tué. Et j'en ai même pas parlé à mes enfants. Oui, c'est-à-dire que le jour où vous avez appris le décès de votre frère, donc vous étiez à l'autre bout du monde, à Nouméa, ce jour-là, vous avez décidé de gommer cette date. Comment vous y êtes parvenu ? Parce que votre frère, vous l'aimiez quand même. Et je rappelle que c'est bien le 13 ? J'arrive même plus jamais. Je comprends. Le 11 j'ai toujours un problème avec la date. 11 octobre 1993. Mais j'étais à Nouméa, on me réveille en pleine nuit et on me dit, voilà, il s'est mis un coup de fusil dans la bouche. Tout de suite, je pense à une scène dont j'avais honte avec lui, en me disant que personne ne le saura jamais. Je commence par être minable. Et l'impensable et l'impensé, c'est souvent quand on a été minable. Oui, c'est-à-dire... Et puis tout à coup, je me dis bordel, parce que 10 jours avant, je l'avais récupéré après une tentative de pendaison à Sainte-Anne, alors qu'il voulait plus me voir depuis un moment, parce que ce que j'étais le faisait souffrir. Et il me le disait parce qu'il m'aimait.
C'est quoi, pardon, juste votre frère, c'était vos succès littéraires, enfin le fait que vous étiez connu Mais c'était au-delà du succès, c'était le fait d'y arriver, à exister. Et puis c'était un être qui était essentiellement poétique, d'une puissance poétique, qui portait des projets de cinéma, des projets enfin, beaucoup de choses, et ça n'enclenchait pas. Et puis il y a eu un moment où il m'a dit, je vais me faire refaire le nez pour avoir le tien. Ouais, vous racontez ça dans votre livre, c'est dingue ça. Et à ce moment-là, là vous rentrez dans l'impensable, parce que je lui dis, mais tu vois bien que tes projets de films ne vont pas se monter parce que tu as mon nez. Il éclatait de rire, parce que c'est quelqu'un de très drôle, très joyeux, et il me dit, évidemment c'est ridicule, mais je vais quand même me faire refaire le nez. C'est formidable, Céline. Et il se l'est fait. Quelqu'un de très drôle, très et il joyeux. se l'est fait refaire à l'âge de 31 ans. Et il ne se reconnaissait plus dans les miroirs après. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur, effectivement... Mais je ne l'ai pas protégé. Oui, effectivement, vous le racontez, et c'est très bouleversant. Quand je l'ai récupéré après cette tentative de suicide, il y avait des imbéciles, des psys qui étaient là, qui m'ont dit, il a eu un coup de chaud, il faut rentrer à la maison. Et je voyais bien qu'il n'y avait pas un coup de chaud. Et vous reprochez ça, vous en parlez. Mais parce que je me revois très, très, très nettement discuter avec les psys, réclamer ce qu'on le garde en observation. Eux, non. Et je me retrouve dans la cour, dans l'espèce de jardin à Sainte-Anne, avec lui, et je me vois carburer dans ma tête, et je me dis, est-ce que je fais une démarche juridique pour le protéger ? En même temps, t'es pas Dieu, tu peux pas protéger tout, mais en même temps, est-ce que t'as pas le devoir de protéger ? Mais j'avais 27 ans, moi, et j'étais son petit frère, et puis j'ai été minable. J'ai pas pris la décision. Vous le regrettez aujourd'hui ? Je peux vous dire que quand 10 jours après, vous avez le coup de fil, vous savez ce que ça coûte, l'irresponsabilité. Parce qu'à un moment donné, on est responsable des gens qu'on aime. Oui, mais vous ne pouvez pas savoir à l'époque. Enfin, les psys vous disaient, ouais, c'est un coup de chaud. Et puis je savais que c'était pas vrai. Ouais. Au fond de soi, on sait très bien si c'est vrai ou pas vrai. Et très lâchement, je me suis dit, mais après tout, il a une mère, c'est à la mère de prendre... Alors que je savais que jamais la mère ne le protégerait. Ces choses-là, on les sait animalement. Et donc, je me suis dérobé. Et à l'époque, il y avait un film qui avait eu beaucoup de succès, Camille Claudel, où on voyait Claudel faire enfermer Camille. Le film avec Adjani et Depardieu, c'est ça, oui. Et on avait été proche d'Adjani à ce moment-là. Donc, ce film nous avait beaucoup impacté. Et je voulais pas le rôle du frère successful qui fait enfermer celui qui n'y arrive pas. Ouais. Parce que tout à coup, ça veut dire que j'ai été au-dessous. Et au moment où je sais que je suis au-dessous, je ne sais pas quoi faire. Mais honnêtement... Je suis en Nouvelle-Calédonie et je ne sais pas quoi faire. Quoi. Et justement, vous dites une phrase, il y a un moment très bouleversant dans votre livre, vous l'avez survolé tout à l'heure. Vous dites, dès que vous avez appris sa mort, vous dites avoir été ému par une pensée donc narcissique qui pue, selon vos propres mots. Emmanuel parti, plus personne ne saura que j'ai subi une relation je peux pas homosexuelle avec lui qui me glace de honte. J'ai pas envie d'en parler parce que je vais vous dire pourquoi. La littérature, ça existe. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être dites au bon niveau. Et quand vous êtes dans l'intime d'un texte, vous pesez chaque mot. Vous n'employez pas certains mots. Donc, je revendique le fait que certaines choses doivent être dites à un certain niveau. Pas dans une émission de radio, pas dans un plateau télé. La littérature, c'est parfois le bon lieu. Et notamment parce que quand vous abordez certains sujets en société aujourd'hui, c'est comme s'il y avait des sentiments obligatoires. Alors que dans la réalité, si vous êtes vraiment centré, que vous écrivez, les sentiments sont toujours plus complexes. Oui, en tout cas, effectivement, vous le racontez, c'est très bouleversant ce passage dans votre livre. Chers auditeurs, je vous invite effectivement à vous plonger dans la lecture de ce livre. Mais c'est pas ça le centre. Je comprends qu'effectivement, vous ne vouliez pas en parler en direct, je le comprends, je le conçois. Mais c'est même pas le centre. Cette scène a vraiment été un trou noir dans votre vie, c'est en quelque sorte. Ouais. J'ai pas envie d'en parler. Je comprends. Mais il me fascine, cet homme. Oui. Parce que je l'ai vu pendant toute sa très brève vie me montrer jusqu'où on peut aller trop loin.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, En étant soi. Non, mais il vous effrayait autant qu'il vous fascinait, c'est ça. Parce qu'il a commis, il a commis les pires transgressions. Alors, justement, lesquelles il me fascinait. il faisait peur parfois quand même. Mais bien sûr, moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faisait peur aux autres, parce que quand je dis que c'est très compliqué d'écrire sur de l'impensable, sur un être impensable, c'est que quand vous dites ça, on imagine quelqu'un de menaçant. Non, c'est l'homme le plus tendre et le plus doux du monde. Et en même temps, il est d'une telle dangerosité, y compris pour lui-même. Non mais vous pouvez parler de quelque chose, Alexandre, qui n'est pas usité, en tout cas qui existe. C'est que la première chose qu'il a faite, c'est de séduire la nouvelle femme de votre père. Oui, j'ai 15 ans, lui en a 18. Papa meurt, été 1980. Moi, je vais très très mal. Vraiment très mal. Et je tente de me noyer. Finalement, je m'en sors parce qu'il y a un gamin irlandais qui me tire de là. Et quand je rentre à Paris, au bout de quelques semaines, je vois qu'il est guéri. Je comprends pas. Votre frère Emmanuel, oui. Mon grand frère, 18 ans, était pimpant. Et je découvre à ce moment-là qu'il a dans sa vie la dernière femme de papa. Et là, je panique. Et je vais le voir. Et je me retrouve sur le quai du métro Place Victor Hugo. Et je lui dis, tire-toi. Tu peux pas baiser la femme de papa. Barre-toi, tu vas crever, quoi. Je suis pas grand, j'ai 15 ans. Vous lui avez dit ça comme ça? Mais oui. Qu'est-ce qu'il vous a répondu à l'époque? Mais je lui ai dit, barre-toi, quoi. Sauve ta peau. Ouais. Tu peux pas aller là-dedans. Et je lui ai dit, c'est très dangereux. Et il m'a dit, non, t'as pas compris. C'est pas très dangereux, c'est incroyablement dangereux. C'est pour ça que c'est bon. Eh oui. Et je lui ai dit, tu peux pas la faire jouir. Il me dit, non, je la fais mieux jouir. C'est ça qui est bon. Je lui ai dit, mais elle te voit pas. Je lui ai dit, elle vient de perdre papa, elle te voit pas. C'est une situation de fou. Vous êtes fou. Et il me dit, mais bien sûr que tu as raison. Mais c'est ça qui est bon. Eh oui. Donc, à partir du moment où quelqu'un... Ce que j'ignore, c'est qu'est-ce qu'il raconte aux autres. J'en sais rien. Oui, c'est à vous, bien sûr. À moi, il balance ça, et je sais pas quoi penser. Parce que je m'attendais à ce qu'il me défende le truc. Non, c'est une belle histoire d'amour, t'as rien compris. Oui, exactement. Je ne dis pas ça du tout. Il vous dit, oui, t'as raison, c'est ça que j'aime, quoi. C'est ça que... Et en même temps, il m'emmène dans cet état impensable. Je ne sais même pas que cette transgression peut être vécue comme ça. Je sais pas que la vie, ça peut être ça, en fait. Mais vous avez 14 ans, en plus. 15. Il vous a même proposé un jour de coucher avec sa propre petite amie aussi. Oui, mais il le fait sur un ton d'une telle gentillesse que je panique et que je me barre de la maison. Il allait tout le temps trop loin, en quelque sorte. Il était votre anti-moi, vous l'expliquez bien dans votre livre. Oui, mais en même temps, c'est fascinant, quelqu'un qui va trop loin. Ouais. Non, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi il avait ce goût, à votre avis, enfin, sans faire de psychanalyse d'école primaire, pourquoi il avait eu le goût de l'expérience des limites? Parce que c'était ça. Ce que vous racontez, là, quand il vous dit, mais c'est ça qui est génial. Mais parce qu'on est les enfants d'une famille débordée. Ouais. On est les enfants d'une famille débordée. Nos limites. Oui, c'est-à-dire les mœurs, effectivement, il faut le dire, votre papa et votre maman avaient des mœurs très très libres. Mais au-delà, en même temps, ça donne aussi des œuvres artistiques passionnantes. Ça donne des films incroyables. Ça donne. Mais pour les gamins de ça. C'est pas évident. On n'a pas trop de repères, quoi. Mais en même temps, le tout est joyeux. C'est-à-dire... mais l'atmosphère était agréable à la maison, enfin, ou pas, mais franchement. C'est l'être le plus drôle qui soit. Ouais. Donc il rencontre un jour à Athènes une fille, et il revient et dit, je l'épouse. Bon, donc, évidemment, séance tenante, organisation du mariage, et on organise tout chez sa belle-mère, ma mère. Bon. Ouais. Donc j'organise tout, 7h du mat, il m'appelle, et il me dit, le samedi, et il me dit, je le sens pas. On annule. Alors qu'on avait tout organisé et tout. Et je lui dis, mais maintenant, les gens arrivent à midi, qu'est-ce que je raconte? Il y a des champagnes, des trucs, des machins. Je dis quoi aux gens au moment où ils poussent la porte? Il me dit, merde, j'y avais pas pensé. C'est génial. C'est un film, votre frère. Je lui dis, mais comment je dis quoi? Et il me dit, on va changer le truc, on va faire un déjeuner de fiançailles. Et je lui dis, mais la mariée, elle le vit comment? Je lui dis, mais je m'arrangeais. Il y a eu le déjeuner de fiançailles. Oui, les gens arrivent, et je leur dis, finalement, changement de programme. Et ils arrivent tous les deux charmants.
rayonnant de vie, de lumineux. Et le lendemain matin, il m'appelle assez tôt, il me dit, c'était beau, hein. Je l'épouse dans 15 jours. Et je lui dis, mais attends, la mariée, elle pense quoi? Donc parce qu'il avait changé d'avis le lendemain. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il lui a dit tout de suite. Enfin, mais on était dans un degré de... Or, que quelqu'un doute de son mariage le matin, ça peut arriver. C'est très rare de téléphoner juste pour dire non. Et puis de rechanger. C'est ça qui est fabuleux, le lendemain. C'est-à-dire qu'il me faisait quand même par moments passer par... et le tout dans le charme absolu, dans le... Mais juste un mot. Mais un jour, effectivement, alors que vous le questionniez sur ses échecs artistiques, alors qu'il était un très grand poète, André, il faut le stipuler. C'est un de mes buts. Hein. C'est que si ce livre est un succès, j'aimerais qu'on puisse faire rééditer ses poèmes. Et il vous répond, vous le questionnez, donc je le répète, sur ses échecs, les échecs de sa vie. Vous lui dites, vous êtes en train de rater sa vie. Il vous répond, mais je ne suis pas né, je suis au bord de la vie, pas dedans, ma liberté me tue. Oui, c'est magnifique cette phrase. C'est une phrase qu'il a répétée plusieurs fois aussi à notre sœur Nathalie. Non, mais... je ne suis pas né. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous avez écrit Les Magiciens. Oui. Hein, Alexandre Jardin, on vous avait reçu pour ça. Un très beau livre aussi. Eh bien, au bord de la vie, les grands artistes, je ne dis pas, Emmanuel n'a pas prouvé, hélas, qu'il est un grand artiste, mais les grands artistes sont au bord de la vie. C'est ça. De Van Gogh à même à Picasso et compagnie. Au bord du cadre. En marge, enfin, à la borderline, comme on dit, à la limite, quoi. Que ça se passe. À la limite, ça se passe. Mais il a une dimension rimbaldienne, évidente. Mais la littérature, c'est fait pour aller penser ce qui n'est pas pensable. Ouais. Bien sûr. C'est l'endroit. C'est ce que notre espèce a inventé. En tout cas, donc on peut dire certaines choses dans leur complexité, dans leur... Il y a des mots que je n'emploie pas pour lui parce que je ne veux jamais l'enfermer dans un mot. Mais évidemment qu'à un moment je me dis mais il est fou avec cette histoire de nez. Et en même temps non. Le résumer sa douleur de vivre à ce mot n'aurait pas de sens. Bien sûr. Et en même temps, il débloque. Et en même temps... non, mais c'est l'expérience des limites, c'est ça. Et donc, il y a certains êtres qui explorent l'expérience des limites pour nous. Eh oui. En tout cas, depuis son suicide, Alexandre Jardin, il y a une image qui vous hante. C'est l'affiche du film Le ciel peut attendre, qu'il conservait dans sa chambre. Écoutons tout de suite la musique de cette comédie de et avec Warren Beatty. C'est Heaven Can Wait, c'est ça. Hein. Je vous sens très ému, Alexandre. Elle vous touche particulièrement, cette musique. Oui, non, mais je comprends. En quoi cette musique vous dites effectivement, vous posez cette question dans votre livre. Emmanuel a-t-il écouté cette musique en se rendant à sa mise à mort? En quoi l'histoire de ce film vous ramène à l'histoire de votre frère? Le film de Warren Beatty a l'air d'une comédie où Warren Beatty joue un type qui est mort et on lui cherche un corps. Et c'est traité sur le mode de la comédie, avec cette musique qui a cette nostalgie et cette gaieté en même temps. Et je me souviens, quand je vais le chercher à l'hôpital... il est sale, il n'y a pas de vêtements de rechange, et je trouve un Monoprix en face, et je trouve le même sweatshirt et la même tenue que Warren Beatty. Survêtement. Oui, le même survêtement. Et je reviens et je lui dis, regarde ce que j'ai trouvé. Et il s'habille en Warren Beatty, et on quitte l'hôpital psychiatrique en Warren Beatty. Donc il y avait une possibilité aussi de vivre dans la comédie et dans la légèreté, dans une drôlerie, des tragédies absolues. C'est compliqué à penser. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où s'il y a abus, c'est traumatisme. S'il y a truc, mais c'est pas si simple. Et ça s'interpénètre, ça se mélange, ça se diffracte. Vous le montrez très bien. Et c'est un être humain qui contient tout ça. Et qui le vit. Et juste, Alexandre, en fait,
là comme ça, avec le recul, c'est pas le bon mot, le recul, mais vous l'aimiez, je veux dire au sens plus que fraternel du terme. Oui, vraiment je l'aimais. Ouais. Et je le sentais tout le temps en danger. Depuis toujours, enfin depuis... toujours. Tout le temps, je voyais bien qu'il était... je voyais bien qu'il était le plus poète d'entre nous. Qu'il avait une forme de grâce qui était une forme de fragilité. Et en même temps, il y avait chez lui une espèce d'incapacité à vivre dans le réel. Comme le Warren Beatty du film. À trouver son corps, à s'incarner. Un jour, une des premières fois où, dans un déjeuner de famille en Suisse, où j'ai parlé du passé vichiste de grand-père, et des responsabilités de grand-père, d'IRCAP de Laval en 42-43, moi... je me souviens bref. Vous en avez parlé, et on se retrouve dans le jardin, et il me chope, il me dit « T'arrêtes avec ces conneries. Nous, on n'est pas du tout une famille de nazis, ou de collabos, ou de trucs là. Nous, on est comme les Kennedy. Nous, on est les Kennedy. Je suis complètement dingue. Et il me dit, si, il faut choisir ses mythologies. Je dis, non, on n'est pas les Kennedy. Non, il y a vraiment eu meurtre. Et ça se balade dans l'univers de notre famille. Vous avez toujours, Alexandre, aujourd'hui, vous avez toujours un peu honte de porter ce nom de famille, celui de votre grand-père? Il est compliqué. Je ne sais pas s'il y a avant honte. Il y a eu Alexandre, il y a eu Pascal, et puis est-ce qu'on est responsable, je veux dire, des actions de son grand-père ou de son aïeux? Enfin, moi, je crois que... Je dis pas que je suis responsable, je dis qu'il est compliqué. Il est compliqué. Il est compliqué. Et je dis pas que je porte des responsabilités, d'actes, d'engagement que je n'ai pas eu, mais c'est compliqué, quoi. Sauf que... Qu'est-ce que vous penseriez si votre grand-père, c'était le DIRCAP de Laval le jour du Veldiv? Ce serait pas totalement léger, quoi. Oui, mais je vous répondrai que vous n'avez pas fait silence, c'est déjà pas mal. Vous auriez pu faire silence. Vous n'auriez pu pas du tout écrire dans un clan qui faisait silence. Oui, c'est ça. Dans un clan alors que c'était de la folie de faire silence. Enfin, Pardon de vous le dire comme ça, Alexandre, c'est la version vichiste de Familia Grande. Je veux dire quelque part. Mais donc c'est pas une sortie de livre, ce qui est en train de se passer. Alexandre Jardin, André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Nous allons revenir, Alexandre, sur les raisons quand même du suicide de votre frère. Dans votre livre, vous dites « Il a retourné la violence des vôtres contre lui-même ». On continue d'en parler dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Les absents ont toujours tort. Louis Chédid qui rend hommage à Patrick Devers qui s'est donné la mort. C'était le 16 juillet 1982, André Berkoff. Alors Alexandre Jardin, avec le recul, comment expliquer le suicide de votre frère? Son mal-être, effectivement, ne remonte-t-il pas à son enfance? Vous le dites dans votre livre. Il a été maltraité par sa maman qui n'était pas la vôtre, je le précise. Elle l'a détruit totalement, en fait. Je porte pas ce jugement, je montre des scènes. Parce que je pense que quand on porte un jugement, on simplifie à l'extrême. Qui suis-je pour connaître l'histoire de cette femme? Oui, sauf que, pardon, Alexandre, je vous arrête. Vous dites des choses qu'elle lui disait. Elle le trouvait. La façon dont elle l'humiliait. Qui me terrorise. Qui me terrorise. C'est-à-dire que. Elle l'humiliait en public, le pauvre gamin. Mais ça ne veut pas dire que ça résume l'être. C'est ça ce que je veux dire. Bien sûr. Mais ça résume en partie ses blessures, quand même. En tout cas, pour moi, je le vois naviguer dans quelque chose d'impensable. C'est que je ne savais pas que c'était possible, ce genre de scène. Auquel je suis parfois confronté. Et je ne sais pas. À l'époque, ça me... C'est aussi pour ça que c'est impensable. Parce que... J'ai pas envie de prononcer des mots négatifs sur quelqu'un qui visiblement... Vous préférez les écrire. Oui, et puis chacun fait comme il peut dans son histoire. En vrai. Oui, mais il y a un constat, Alexandre. Quand vous décrivez les scènes... Quand vous décrivez effectivement la scène de torture, moi j'avais les larmes aux yeux quand vous racontez cette scène de torture. C'est des souvenirs insoutenables. Vous êtes au téléphone, vous êtes à table en famille et elle dit devant
La moquerie de son enfant est pour moi quelque chose... Elle dit qu'elle est laid, son nez, c'est une trompe d'éléphant. Oui, mais en riant... Il ressemble à Dumbo. Quelqu'un d'autre dans la pièce... Enfin, moi, ce qui m'a le plus sidéré, à la limite, c'est pas qu'elle fasse ça, c'est que les autres adultes ne bougent pas. Les écouter, quoi. Oui, mais en même temps, on peut pas dire que c'est ça qui détermine tout. Oui, Je veux dire, vous pouvez pas dire ça. C'est pour ça que pour moi, essayer d'écrire au bon niveau, c'est justement pas tomber dans ces raccourcis. C'est les montrer, parce que ça existe. Bah oui. Ça existe. C'est impensable d'écrire un livre, pas d'écrire un livre, mais de ressusciter Emmanuel. C'est impensable et d'éviter des passages comme ça, parce que sinon, alors là, je ferai n'importe quoi, mais ça résume pas, parce qu'in fine, le libre arbitre existe pour chacun. On peut être confronté aux situations les plus extrêmes dans sa vie, et on ne sait pas pourquoi il y a certains qui en font autre chose. Donc oui, mais quand on vous le dites, je n'ai pas su le protéger, je n'ai pas su un enfant mal né. Vous dites en plus, mon père disait de lui, Emmanuel l'encombrait, comme moi d'ailleurs. Mais ma mère, j'ai eu la chance qu'elle m'assumait. Même votre papa, il savait ce qu'il endurait, votre frère. Il ne l'a pas protégé, il aurait pu le protéger. Il n'a pas été protégé. Ouais. Mais je ne peux pas parler pour les autres. Vous préférez l'écrire? Non, mais je peux dire ce que moi, j'ai pas fait. Ça me semble déjà plus juste. Non, je comprends. Mais Alexandre, de toute façon, vous êtes obligé. Là, vous parlez d'un livre, vous parlez de votre activité d'écrivain. Mais vous avez quand même parlé et décrit cette situation. Moi, lecteur, nous lecteurs, je lis ça. Je dis, alors évidemment, tout dépend de comment c'est vécu. J'étais pas à table avec vous, etc., moi, lecteur. Mais je me dis quand même... Qu'est-ce qui valait cette propension, puisque c'est pas une fois, c'est pas deux fois, d'après ce que vous dites, de le traiter comme regarde ce que t'es. Mais je n'ai jamais su. N'ai jamais su. Mais non, mais c'est. Mais d'abord, c'était une maison qui me faisait peur, donc j'allais pas creuser. Enfin, j'évitais. Vous y alliez pas le moins possible. Le moins possible. Mais en même temps, lui, il voulait que je vienne. Pour que quelqu'un se mette un coup de fusil dans la bouche, il faut qu'il y ait des familles gravement dysfonctionnelles. Alors, on va pas se mettre Bien sûr. Ce genre d'acte comme ça. Donc c'est pas que un élément. C'est une globalité. C'est un rapport global dans une famille très compliqué avec le réel. Mais encore aujourd'hui. La part du déni dans le fonctionnement de cette famille est forcément centrale. Parce qu'en général, quand il y a un déni, c'est qu'il y en a 50. On la chape de plomb. On cache, on dit, voilà. Vous dites en fait que, parlons de votre maman à qui vous avez rendu un très bel hommage dans un livre, Ma mère avait raison. Vous dites que ma maman, elle a su, en fait, elle m'a fait aussi vulnérable, mais puissant aussi, ce qui vous a sauvé en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais considéré. Ouais. Or, un enfant a fondamentalement besoin de ça. Mais j'insiste beaucoup sur le fait d'essayer. C'est la première fois que j'essaye de faire ça. D'écrire totalement juste. Et je dis ça parce qu'il y a eu un changement considérable dans ma vie qui est derrière ce livre. Qui est lequel? J'ai rencontré une femme considérable. Qui est quelqu'un qui a une qualité de présence dans la vie qui fait qu'elle est juste. Et qu'elle est presque toujours au niveau juste. Et quand on vit dans une époque où, dès qu'on a eu une radio ou une télé, on tombe sur des gens qui sont à côté d'eux, qui sont pas au niveau où ils devraient être, ou tout à coup, c'est une source de fraîcheur phénoménale. C'est un privilège incroyable d'aimer une femme comme ça. Et alors, pour l'aimer, vous êtes obligé, et c'est divin, de vous mettre à vivre dans une relation juste avec vos émotions. Vous êtes obligé de vous mettre à niveau, si je peux me permettre, c'est ça. À niveau. Et je sais que c'est le premier livre depuis elle, et que donc le style même, la matière même du livre n'est pas la même. Parce que vous voyez bien que tout ce qu'on aborde, on peut aller très vite dans un toboggan simplificateur.
et on quitte ce qui est juste. Si je comprends bien, vous avez revisité votre famille, et notamment ce drame, à l'aune de votre femme. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça vous a donné un autre regard, une autre... Oui. Juste en étant très clair par rapport à moi. Par exemple, il y a un chapitre qui est apocryphe. Et je sais pourquoi je le fais. Le chapitre sur le squelette de Chateaubriand. Incroyable. Racontez-nous cette anecdote qui est incroyable. Qu'est-ce que je t'ai dit? Mais pourquoi c'est apocryphe? Parce que ça illustre fantastiquement nos délires. Ah oui. Quand on se marrait comme des fous. Et oui, et effectivement. Alors un soir, je résume parce qu'effectivement, on va être pris par le temps sinon. Mais je voulais lui offrir ça. Avec Emmanuel. Je voulais que ça ait marché. Ah ouais. La preuve, ça marchait, Céline, elle y a cru complètement. C'est vrai. Non, mais vous racontez qu'un soir, avec votre frère, vous aviez des délires complètement fastueux avec votre frère. Vous avez participé à l'ouverture du château de Chateaubriand pour y piquer son squelette. Racontez-nous comment ça s'est passé. Comment ça se serait passé? Vas-y. Non, parce qu'il y a eu des éléments. Ah oui. Non. Mais sauf qu'on ne va pas au bout. Et dans la réalité, on ne va pas au bout. Ouais. Mais on éclate de rire. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de le squelette de Chateaubriand? Pourquoi le squelette de Chateaubriand, franchement? Pourquoi pas Voltaire ou je ne sais pas qui? À Saint-Malo. À Saint-Malo, ouais. Non, mais c'est marrant, ouais. Mais c'était pas le seul délire, c'est que ça arrivait souvent. Bah oui, je sais. Quand papa meurt et qu'on se retrouve on retrouve le carnet de téléphone de papa où il y avait les numéros de toute la classe politique et du tout Paris. Et que vous appelez Mitterrand pour une soirée marsupilami. Voilà. Et donc, il me dit, on va faire une soirée d'enfer où tout le monde va dire marsupilami. Et on appelle Mitterrand. Et il répond. Oui, il répond. Et je ne sais pas dans quel domicile, mais il me fait y répondre. Il en avait plusieurs. Ouais. Et je me souviens de Mitterrand qui ne savait pas ce que c'était qu'un marsupilami. Et Emmanuel expliquant que la tenue, ça fait ouba. Ouba. C'est-à-dire, il y avait une capacité de drôlerie. C'est aussi pour ça que je ne vois pas complètement venir la mort. Mais vous-même... Parce qu'il y avait cette intensité de la vie, quoi. Oui, c'est pour ça que je la vois pas complètement. Et que je peux me raccrocher et me raconter que finalement, il va rebondir. Mais vous voyez, quand je dis écrire juste, c'est écrire pas plus que ce qui est vraiment senti. Mais pas moins. Pas moins. Vous êtes retourné sur la tombe de votre frère Emmanuel pour y insérer le squelette de Joubert, justement, le fameux styliste. Non, c'est la même déconnade. Ah bon, d'accord, ok. C'est de la fiction, ce squelette. D'accord, les squelettes dans le livre, c'est nos drôleries. Mais au moment où je le fais, pourquoi? Parce que s'empare de délire. Bien sûr. Le livre est faux. Et c'est bien de le dire comme ça. Voyez. Mais juste un mais alors j'ai une question. J'ai une question. Le soir où vous avez été sur la tombe, de votre frère. Oui, vous dites que vous avez eu le sentiment qu'il vous a parlé. Je pense qu'il vous a parlé. Quand on vous lit, on le ressent. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous êtes quand même vous êtes resté en connexion avec lui. Je vais vous avouer quelque chose. Ouais. Pendant des années, j'écris des romans. Pendant 30 ans. Et je le faufile tout le temps dans mes personnages. Et un jour, j'écris un livre sur notre père, qui s'appelle Le Zubial. Zubial, oui. En vrai, personne n'a jamais appelé papa le Zubial. C'était le surnom d'Emmanuel. C'était le vrai surnom d'Emmanuel. Ah, c'était pas Pascal? Non. Ah, d'accord. Et à l'époque, je me dis, tiens, tu vas donner un petit bout d'éternité à Emmanuel. Je fais comme je peux à ce moment-là. Bien sûr. Mais le Zubial, en fait, c'est lui. On l'appelait le Zubial. Oui. En fait, il avait des copains qui faisaient des dessins et il y avait deux personnages. Et il y avait les Zubio et le Zubial. Et à la longue, je m'étais mis à l'appeler le Zubial ou Zub. Et je lui offre le livre à notre père.
Et en même temps, je sais qu'il a désespérément essayé d'être notre père, jusqu'à sauter dans le lit de la dame. Non, c'est passionnant. Je lui offre ça. Quoi. Mais c'est pour ça que la littérature permet de résoudre ce qu'on ne peut pas résoudre en vrai. Ben, la littérature permet, comme disait Aragon, de mentir vrai. Oui. C'est ça. Et le Zubial, en fait, c'est Emmanuel. C'était ça. Ouais. Alors, important, Alexandre Jardin, que ferez-vous le 11 octobre prochain ? On en parle. Ce jour-là, ce soir, cette soirée d'anniversaire de l'impensable, allez-vous la fêter ? Comment ? Vous nous dites tout dans un instant sur Sud Radio, à tout de suite. Et oui, le ciel peut attendre cette sublime comédie de et avec Warren Beatty, Alexandre Jardin. Qu'allez-vous faire le 11 octobre prochain ? J'irai, je l'espère, dîner avec mon autre frère, qui lui a été prodigieusement courageux dans le désordre de notre famille. Il a été touché comme vous, enfin comme vous, je ne parle pas comme vous, écrivain. Il a été très touché par... Oui, mais avec un décalage d'âge, parce qu'il est plus jeune. Ouais, c'est vrai. Donc il n'a pas vécu la même chose. Bien sûr. Mais c'est aussi... C'est le demi-frère, Oui. en fait. C'est ça. Et aussi... grâce à lui, c'est bouleversant. Vous dites, je ne suis pas devenu fou grâce à ce frère. Il m'a appris beaucoup. Ouais. Parce qu'il a été extraordinairement courageux chez nous. Ah, c'est ça. Et aujourd'hui, Frédéric est un des plus grands metteurs en scène de séries télé. Oui, des séries C'est vendues lui dans qui le fait les monde entier. engrenages, il a eu un Emmy Awards américain. Enfin, il fait les très grosses productions d'Amazon. Et il a eu cette espèce de courage dans le désordre. Ce qui est très compliqué. Et parce que sa propre histoire est incroyablement... Oui, compliqué aussi. Oui, compliqué. Et à un moment, il a fait le choix du courage. Et c'est aussi un livre sur le courage. Tout à fait. Parce que ça s'appelle Frère avec un S. Il y en a 2. Oui, vous lui rendez c'est hommage, ça. un hommage bien sûr. bouleversant dans ce livre. Mais Et ce quelle fameux famille, soir, ces Jardins, quelle famille. ce fameux soir du 11 octobre, vous dresserez 3 couverts, Alexandre. Ah oui. Et Non, vous parce que- lirez un passage du Petit Prince, parce qu'Emmanuel adorait effectivement Saint-Ex. Livre que je déteste. Pourquoi? Parce que j'y voyais tout le fond dépressif d'Emmanuel. Eh ouais. Sous des dehors légers. Ah oui, vous aviez l'envers des... Enfin, le côté... le dark, le côté sombre. Je comprenais Saint-Ex dans sa noirceur. Ah ouais. Sa fascination pour... Eh oui. Je savais bien ce qu'il cherchait dedans. Et pour vous, il cherchait quoi? La mort. Oui, c'est-à-dire, moi, ce qui m'a étonné, effectivement, on en a parlé, on a échangé avec André. C'est un mec qui cherche la mort, il la trouve. Hein. Oui, puis vous affirmez dans votre livre, effectivement, qu'il s'est suicidé, Il y a un alors fond que... dépressif. Oui, mais là Ouais. aussi, oui, mais Le c'est mystère pas suicidé, persiste, il sait pas... ouais. Alexandre, on ne sait... En tout cas, franchement, l'avion... Enfin, tout le récit, c'est que l'avion s'est Oui, mais abîmé. il passe sa vie à 2 doigts. Ouais. Oui, il a provoqué Non, la je pose la mort, question. selon Mais vous. vous, Dans Ouais. Terre des Hommes, de pilote de guerre, de trucs, on voit le mec qui passe sa Mais vie. vous, Alexandre bord de Jardin, la c'est mort. intéressant. Vous voyez ça chez Saint-Ex. Enfin, vous voyez... Oui. Mais moi, je le sentais à travers Emmanuel. Ah ouais. À travers sa fascination pour Saint-Ex. Et d'ailleurs, Emmanuel, à un moment, portait un projet chimérique, fou, Ouais. de film sur Guillaumet. Ah oui, Mermoz et compagnie. tout ça. Ouais. Et je voyais bien qu'il était fasciné par ces grands dépressifs, actifs, suractifs, et qui luttaient contre mais qui vivaient avec la mort. Puisqu'à l'époque, être pilote, c'était quand même... Ah oui, bien sûr. Il y avait des risques énormes. à Phénoménal. l'époque. Et donc, je le voyais fasciné par ça. Quoi. Oui, En c'est- tout cas, ce qui est bouleversant, c'est que vous l'écrivez dans ce livre, c'est qu'après ce repas, donc le 11 octobre, cette journée de deuil, vous allez faire le tour de Paris en scooter, mais sans casque. Vous avez envie de vous mettre en danger ce jour-là. Pourquoi ? En fait, il m'a appris aussi qu'on pouvait vivre comme ça. Et publier, frère, dans notre époque où tout le monde met des ceintures de sécurité morale, À tout point de vue. à tout point de vue, Emmanuel, c'est pas seulement l'anti-moi, c'est l'anti-notre époque. En fait, vous avez, dans votre livre, vous êtes l'enfant sage dans cette histoire. Mais moi, oui. Oui, parce que vous le dites d'ailleurs. Moi, j'étais adulte très vite. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, vous êtes l'ensemble, vous êtes dans... Enfin, même si vous avez votre fantaisie, votre
votre talent. Mais vous sentez comme vous êtes dans les passages, vous ne cassez pas la baraque. Enfin, vous n'avez pas envie de casser la baraque. Non. C'est intéressant. Non, et dès que je le voyais au bord de l'adolescence, mettre la photo de la femme de papa du moment, seins nus, incroyablement sensuel, et que je lui disais que ça me foutait mal à l'aise, il me disait non, c'est pas sensuel, c'est sexuel. Alexandre Jardin, merci d'être venu sur Sud Radio. Chers auditeurs, je rappelle que le livre d'Alexandre Frère est sorti hier chez Albin Michel. Plongez-vous dans cette lecture. Alors André Berkoff, avant de rendre l'antenne, il faut qu'on annonce une très bonne nouvelle et c'est une exclusivité sur Sud Radio. Chers auditeurs, figurez-vous, c'est un événement. Le film Sound of Freedom, qui dénonce l'ampleur du trafic d'enfants dans le monde entier, notamment d'enfants et d'organes. Exactement, notamment en Amérique latine, va sortir en salle en France. C'est un événement qu'on voulait vous annoncer, on l'a su en exclusivité ce matin. Il va sortir le 15 novembre, André, et ce grâce à Sage Productions. Merci à eux, merci à leur courage surtout. Il faut sauver nos enfants. Je rappelle les chiffres, André, la pédocriminalité est partout. En Europe, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. En France, 160 000 le sont chaque année, André. Mais rien ne bouge. De toute façon, c'est un film qui permet de mettre en surface l'horreur. Et il faut le dire, parce qu'en général, il y a une chape de plomb là-dessus. D'ailleurs, c'est mondial, hein, c'est pas que français, etc. Et c'est bien, quel que soit ce qu'on pense de ce film. Heureusement, il sort. On a tout essayé. Vous savez que pendant 4 ans, il a été impossible de monter aux États-Unis. Ça a été fait par Disney. Disney a mis un placard, et là, c'est enfin sorti. Ça a tout cassé aux États-Unis du point de vue des fréquentations. Et il sort le 15 novembre. Et évidemment, nous allons faire, Céline, vous le savez, une émission spéciale là-dessus, avec un certain nombre d'organismes qui protègent l'enfance, parce Exactement. que le crime absolu, c'est l'innocence poignardée. Et oui, il faut absolument sauver nos enfants, et nous allons mener ce combat sur Sud Radio. Et puis lisez, Frère d'Alexandre Jardin, parce Parlons que vrai. C'est un livre qui parle au cœur. Vous savez que le chemin le plus court d'un cœur à un cœur, c'est un livre. Merci Alexandre. Tout de suite vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.